Et salutations la rôlosphère, salutations à la communauté rôliste, meneuse, meneur, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, la conception de scénario. Voilà, scénario, quel que soit le jeu de rôle auquel vous faites jouer, vous le savez, il y a un moment où on a épuisé peut-être le stock de scénar dans Casus Belli, peut-être le stock de campagne ou de modules qu'on a acheté, et où on a naturellement envie de partir sur ses propres conceptions. Donc comment s'y prendre? Alors la littérature est relativement abondante sur le sujet, il y a aussi des vidéos YouTube, donc j'en ai fait quelques-unes aussi, mais aujourd'hui j'en refais une sur le sujet parce que j'ai l'avantage et le très grand plaisir de pouvoir aborder ce sujet aujourd'hui avec une personne que j'aime beaucoup, qui a été très connu sur la scène rôliste marseillaise dans les années 90. Il s'agit de Serge Siri, que je vous fais apparaître là tout de suite. Salut Serge. Salut Momo, c'est magique, c'est la folie. Et voilà, c'est ça la magie d'Internet, la magie de la vidéo YouTube. Sois le bienvenu sur Jeux de rôle Passion. Serge, merci d'avoir accepté l'invitation. Eh ben, merci de me l'avoir faite. C'est une opportunité que je trouve géniale parce que d'une part, j'avais envie de parler de choses et moi j'ai la flemme de faire tout ce que tu fais et de faire une chaîne sur ça. J'en ai déjà fait sur d'autres thèmes, mais et je trouve ta chaîne super, donc autant en profiter. Et puis, depuis le temps qu'on se connaît, à part peut-être organiser des tournois vaguement ensemble et encore, on n'a jamais vraiment fait un truc ensemble et tu es aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, donc c'est super. Merci beaucoup. Alors pourquoi Serge? Alors au-delà de la nostalgie, bien entendu, puisque Serge est en région parisienne, au-delà de ça, eh bien, il faut savoir que Serge a été à l'époque et est toujours d'ailleurs l'auteur d'un jeu de rôle complet qui s'appelait donc Terre des Brumes, TDB. Je pense qu'à peu près, 90% des rôlistes marseillais à l'époque sont passés par ton jeu de rôle Terre des Brumes. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui est en préparation sur Terre des Brumes. Ça se pourrait, puisque j'ai repris. Il y a des amis à moi qui n'ont jamais arrêté de maîtriser, avec des règles en évolution constante, et j'ai repris il y a quelques années en faisant un système de règles beaucoup plus moderne et en gardant l'univers hyper riche qui fait que justement ça avait plu à autant de gens. Et il se préparerait peut-être un truc, on en reparlera. Bon, Serge, voilà, tu me promets qu'on en reparlera quand ça sera promis. Super, parce que j'ai de très très bons souvenirs de ce jeu de rôle qui était très particulier, avec une ambiance ésotérique, extrêmement fouillée, recherchée, un univers plein de codes, de signes. Enfin, vraiment, c'était passionnant. Donc, on en reparlera. Donc, voilà pourquoi je fais appel donc à mon ami Serge pour parler de scénario. Tout simplement parce que les scénarios, ça te connaît. Alors, là, je fais apparaître une sorte de petit plan qu'on a préparé, Serge et moi, histoire que vous voyez un petit peu de quoi il retourne. Voilà. Donc, conception d'un scénario de jeu de rôle. Alors, tout d'abord, une petite précision, conception et pas écriture, parce que dans les termes, je pense que c'est assez important. L'idée, là, c'est pas d'expliquer comment écrire un scénario dans l'idée d'être édité, comment le rédiger, comment le mettre en forme, comment l'envoyer à un éditeur ou une revue. Non, là, on est véritablement dans la conception, c'est-à-dire qu'on s'affranchit des règles d'écriture, on peut se contenter de prendre un cahier, un carnet, des stylos, et puis noter toutes les idées dont on a besoin, parce que de toute façon, le seul lecteur, ça sera nous, le meneur. Oui. Tu es d'accord avec ça, Serge? Complètement. Il y a longtemps, c'était pas un problème. À l'époque où je vous faisais jouer, la plupart du temps, j'avais un bout de papier comme ça, où il y avait 3 mots. Et par contre, j'avais une pile de CD comme ça, où il y avait exactement toute la musique que je voulais passer. Mais au fur et à mesure, même si je fais énormément d'impro encore, je préfère quand même avoir des lignes directrices mieux établies. Il y a un truc vachement important que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit il y a un moment où on aura fait le tour de tous les scénars disponibles dans le commerce, etc. Moi, je pense qu'il y a aussi un moment où, même si tu n'as pas fait le tour, tu as envie de t'émanciper. Tu as envie de voler de tes propres ailes, de faire ton truc, et tu te dis, bon, ce scénar, il est pas mal, mais à retoucher, ça va me demander plus de taf que si je faisais le mien. Et oui, c'est vrai. Tu fais le tien. C'est vrai. Ceci dit, il y a une réalité aussi qui est indéniable, c'est que les quadras que nous sommes aujourd'hui ont nettement moins de temps en fait pour la conception de scénario qu'à l'époque. Donc il est, je pense, souvent plus facile de prendre un scénario qui est dans le commerce et puis peut-être de l'adapter, de le bidouiller. Maintenant, il est vrai que si on a le temps, l'envie, le désir, c'est vrai, à un moment donné ou à un autre,
On a envie de s'émanciper, je crois que tu as utilisé le bon terme, et de faire sa propre création, que ce soit son propre univers ou son propre scénario. Ouais, clairement. Et en fait, des fois, je trouve même que ça prend plus de temps de lire et d'adapter un scénario. Mais bon, ça dépend. Absolument. En tout cas, c'est une satisfaction en soi, et c'est important au moins d'essayer même. Je suis sûr qu'il y a des gens parmi ceux qui nous regardent là, parmi tes fidèles. C'est bien, toi aussi, tu as ton culte. Méfiez-vous, c'est un serviteur des grands anciens. Et des petits aussi. Et des petits anciens. Mais je suis sûr que parmi les gens qui nous regardent, il y en a qui n'ont pas forcément osé franchir le pas. Et Exact. je suis sûr que, alors évidemment, peut-être que leur premier scénar sera pas au niveau d'un scénar du commerce, et encore, c'est pas gagné. Mais en tout cas, ça leur appartiendra à eux. Et je crois que la récompense de faire ça mérite de se lancer, mérite de tenter le coup. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. La satisfaction qu'on ressent à avoir conçu son premier scénario, elle est immense. Et très très souvent, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, très très souvent, on est extrêmement critique vis-à-vis de ce qu'on a produit. Alors que si on demande aux joueurs, qui eux ne se rendent pas compte de toute la tambouille et de tout le remue-ménage qu'il y a eu dans ton cerveau pendant que tu maîtrisais, si on demande aux joueurs, eux auront des souvenirs absolument extraordinaires de ce scénario. Bon, alors Serge, je te propose de commencer un petit peu à dérouler ça. L'idée, c'est quoi? Bon, vieux briscard, vous allez peut-être trouver quelques petites astuces, ou peut-être vous remémorer des petites astuces que vous avez oubliées. Nouvelle meneuse, nouveau meneur de jeu. Ben voilà, l'idée là, c'est de vous donner quelques pistes de réflexion et une organisation sur comment, en partant de rien, Serge, comment créer son scénario. Écoute, je vais te laisser commencer, puisqu'une grande partie de ce plan, c'est quand même toi qui l'a produit. On va commencer par les différentes étapes de la création. Oui, alors ça, c'est un truc que j'ai rajouté à la fin, en fait, parce que je me suis dit, mais si on parle pas de ça, on parle de rien, en fait. C'est important pour tous les processus créatifs. Quand tu découvres un truc, que ce soit n'importe quoi, tu apprends la guitare, tu veux écrire des poèmes, tu fais un scénar de jeu de rôle, le processus c'est le même. Et en plus, il peut se boucler. Donc d'abord, il y a la partie intégration. C'est-à-dire, tu accumules des sources. Tu prends consciemment et inconsciemment, tu regardes des films, tu lis des bouquins, tu fais des scénars toi-même, tu joues, tu fais jouer des scénars du commerce, tu intègres des choses. Si on compare au processus d'ingestion de la nourriture, justement, c'est la partie ingestion. Tu manges, tu te nourris. C'est ça. Ensuite, il y a ce qui serait dans cette métaphore, la partie digestion, à savoir la maturation. C'est bien beau, tu as incorporé plein de trucs, mais ils ne sont pas à toi. Et ils sont tout mélangés, ils sont en désordre. Et tu vas faire le tri, aussi grandement inconsciemment, et tu vas intégrer des tas de choses. Moi, quand je fais jouer en médiéval, il y a du Marvel qui ressort dedans. Exact. Tu vois voilà, ça peut venir de toutes sortes de sources. Et puis, il y a la partie restitution. Bon, si on reprend la métaphore, à Marseille, on dirait tu vas te caguer. Voilà. Donc, la restitution, c'est-à-dire que tu as incorporé ces sources, tu les as traitées consciemment, inconsciemment, et tu vas pondre un truc, et ce truc que tu ponds, il va être à toi. Et oui, quand je dis... Pardon, vas-y. Non, vas-y. C'est juste, ça m'inspirait, je t'écoutais, et ça m'inspirait une chose. Je me rends compte que, il me semble qu'à ce stade, au stade de l'intégration, de la maturation et de la restitution, ça me fait penser qu'il y a un prérequis à ça. Et ce prérequis, je pense, c'est, allez, je vais oser le terme, c'est la pleine conscience. Ce que je veux dire par là, c'est que ça implique, de mon point de vue, que lorsque tu es en train de lire, lorsque tu es en train de regarder un film, lorsque tu regardes un épisode d'une série ou que tu feuillettes une bande dessinée, si tu le fais en pleine conscience, c'est-à-dire que si tu as une vision critique de ce que tu es en train de faire, et non pas uniquement passive, mais active, eh bien, tu interroges ce que tu es en train de lire tout en l'assimilant. Et je trouve que il me semble que c'est une étape indispensable pour véritablement intégrer et faire maturer les choses. Alors oui, de toute façon, subconsciemment, on intégrera des choses. Mais là où tu as complètement raison, c'est que on est sur un processus créatif. On a dit qu'on aurait peut-être un jour le débat, est-ce que le jeu de rôle, c'est de l'art? En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un processus créatif. Donc, si tu l'analyses un peu, si tu sais, quand tu regardes un truc, tu dis alors là, il utilise tel procédé pour raconter tel truc. Moi, quand je regarde un épisode du Docteur Who, je mets sur pause et je note des idées.
et des idées qui vont se retrouver totalement différemment. Je cite Doctor Who parce que c'est un truc qui part dans tous les sens. Oui. Donc, tu as forcément, à un moment donné, que tu fasses du médiéval, du Cthulhu, idéalement à Terre des Brumes, puisque c'est un multivers, il y a forcément des idées où tu vas te dire, ok, et si je mettais ça, mais là, je mets les chevaux avant la charrue, les bœufs avant la charrue, puisqu'on arrive à trouver une inspiration consciente qui est l'étape suivante, justement. Ouais. Exactement, consciente, c'est véritablement ça. Donc Voilà. là, c'est où trouver les idées si on ne sait pas d'où partir. Hein, on est devant une feuille blanche. C'est ça. Comment, par quoi tu alimentes justement ton esprit créatif? Alors, par quoi l'alimenter? Déjà, j'ai mis en premier les légendes et les mythologies. Je crois qu'elles sont vraiment à la source de tout ce qu'on lit encore, même de la SF. De la SF, ça va puiser dans la mythologie grecque, je veux dire, Homère est toujours autant au goût du jour. Bon, si tu le lis maintenant, ça passe plus, mais ces histoires et le souffle épique qui les parcourt, ça se retrouve dans des tonnes de scénars. Donc, les légendes celtiques sont une très grosse source d'inspiration pour moi aussi. On les connaît moins, mais il y a des choses vraiment très riches. On peut même puiser dans les légendes d'Amérique du Nord, hein, peu importe, toutes les légendes et mythologies, même la Bible, que je ne recommande pas forcément comme lecture sérieuse, mais en tant que mythologie, il y a plein de choses intéressantes dedans. Voilà, je me suis fait des amis, c'est fait. Non, mais voilà, toutes les sources mythiques, mythologiques, toutes les légendes sont bonnes à prendre et peuvent apporter des choses. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être de veiller à mettre de côté ces a priori, en fait. C'est-à-dire se dire, ah bah attends, non, moi je suis en train de chercher une idée de scénario pour un Shadowrun. Qu'est-ce que je vais aller regarder la mythologie égyptienne? En fait, je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Mais complètement. Et tu parles d'a priori, justement. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très rationnel, tu le sais, et donc toutes les pseudo-sciences, les pseudo-pouvoirs, les machins, dans la vraie vie, j'adhère pas. Mais ça m'empêche pas de regarder bon, on va pas regarder du Besson quand même, Lucie, non, c'est too much, mais de regarder ou de lire du Stephen King, ou de voir des films où il y a de la télépathie, de la télékinésie, ou de faire des jeux avec. On est dans de la fiction, on est dans des choses qui nous font rêver. Donc à partir du moment où on fait la distinction et qu'on ne va pas donner tout notre pognon à des médiums, dans le jeu, tout est permis. Exactement. Donc je pense que ça aussi, c'est important d'être ouvert sur ça et de séparer les deux. Les différentes sources de fiction ensuite? Ah bah évidemment, hein, je l'ai déjà dit presque en préambule, lisez. C'est vrai qu'on lit moins avec les smartphones. Oui, j'insisterai jamais assez là-dessus dans diverses vidéos. Effectivement, je me fais fort de rappeler que le mot est l'outil du maître de jeu, en fait. C'est sa boîte à outils. Donc, au plus vous allez lire et vous approprier un vocabulaire, des champs lexicaux, des sémantiques variées, au plus vous allez pouvoir enrichir cette palette, ou alors on peut le voir comme des couleurs, hein, des pigments sur une palette de peintre. Si on utilise toujours les mêmes mots, et bien en fin de compte, on a peu de choix, on a peu de variété, peu de nuances. Oh, mais j'ai rien compris à ce que tu as dit, Fatih. Oh, arrête, hein. Du champ lexicaux. Non, mais t'es sûr que t'es pas devenu parisien aussi? Non, mais t'as complètement raison. Et c'est vrai que, en plus, alors là, me lance pas Momo, parce que là c'est un sujet à part entière, mais quand on maîtrise le mot juste au bon moment, ouais, ça fait une diff de malade. Et tu vois, là il y a un mini Cthulhu en peluche derrière moi. Ben, quand tu maîtrises à Cthulhu, qui à un moment était mon jeu de maîtrise préféré, mon but c'était foutre la trouille aux joueurs. Et c'est comme Stephen King, le bon mot au bon endroit, ça va faire la diff entre ils ont peur et ils n'ont pas peur. Le mot juste, hein. Le mot juste en littérature, ça a vraiment un sens. C'est le mot qu'on ne peut pas remplacer par un autre et qui exprime précisément ce que tu veux dire. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Lecture, il n'y a rien de tel. Alors là, par contre, là, je crois qu'on rentre dans un domaine qui est ton domaine de prédilection. Alors, tu m'intrigues, là, partir d'une musique ou d'une chanson? Oui, alors juste, du coup, pour finir sur la fiction, évidemment, il y a aussi les films et les séries, mais ça a moins besoin d'être développé, en effet, puisque tout le monde, plus ou moins, de nos jours, en regarde. Mais, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on voit un film, quand on voit une série, réfléchissez à ce qui vous fait vibrer dedans, la substantifique moelle.
hein. S'il y a sur un film de 2 heures, il y a un truc vraiment qui fait que le film est intéressant et le reste autour bof, ok, vous retenez que le film était bof, mais retenez aussi ce truc et dites-vous, si j'en faisais un scénar, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que ça serait pas un scénar qui pète de ouf, comme disent les jeunes Eh oui. 10 ans? Alors, ce que tu dis, ça me fait penser à... finalement, ça revient peut-être à rechercher le pitch du film. Oui, mais oui. Oh oui. Un film qui m'a plu, bah tiens, si je m'interrogeais sur le pitch du film, c'est-à-dire une phrase qui résume ce film. Ouais, complètement. Après, il y a d'autres choses qu'on peut sortir, mais on y reviendra plus tard. Alors oui, partir d'une musique et d'une chanson, ça, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui le fait à part moi. Bon, sûrement, hein, il y en a dans le monde, mais je connais personne qui m'ait dit utiliser le même processus. J'écoute beaucoup de choses, beaucoup de choses. Là, tu vois, j'ai un t-shirt Iron Maiden, mais qui est tout neuf parce ils sortent ça dans les supermarchés maintenant, tu vois, c'est le revival. Des gens comme Iron Maiden, comme Sting, comme Kate Bush, Pink Floyd, c'est des groupes qui ont, donc je parle en anglais, hein, mais il y en a quelques-uns en français. Je pensais à William Sheller, parfois à Lavilliers. C'est des gens qui ont des univers très riches et qui racontent des histoires. Ok, je pense que la plupart des gens qui écoutent Sting comme ça, vite fait, ne savent pas qu'il a fait des histoires qui parlent de magie, voire de possession, des histoires complètement hallucinantes sur un monstre du Loch Ness qui se réveille sur le pas de la porte d'une maison de travailleurs anglais, sur une armée qui se met en route, et juste avant qu'elle se mette en route, l'enfant, le fils du capitaine, qui dit à tout le monde nous ne reverrons pas vos visages, vos yeux seront dévorés par les corbeaux. Enfin, c'est Sting, tu vois, on n'imagine pas ça. Ouais. Voilà, et il y a des gens comme ça, New Model Army est une source d'inspiration énorme pour moi, il y a des gens comme ça qui racontent vraiment des histoires, et des histoires qui sortent de l'ordinaire, que souvent ils puisent dans la littérature. Oui, effectivement. Voilà. Et du coup, des fois, c'est les paroles qui me donnent des idées. Je me dis, ça, c'est un scénar. Ouais. Des fois, c'est juste la musique. T'écoutes un truc de Dead Can Dance, la référence au hasard, tu vois. Oui, au hasard, juste comme ça. Juste comme ça, je me suis dit, tiens, un groupe, allez, Dead Can Dance. Mais je dis Dead Can Dance, ça pourrait être un groupe de goth, de métal, de ce que tu veux. Bon, de funk un peu plus difficile, et encore. Et t'as envie de faire une scène, tu te dis, putain, cette musique, elle est épique. Elle soutiendrait tellement bien cette scène, je veux faire un truc sur ça. Bon, maintenant, elle raconte quoi, cette musique? Je vais mettre quoi dessus? Et moi, ça me fait des scénars, ça me fait une grosse partie des scénars que je fais jouer, en réalité. Donc, on est bien d'accord que là, tu n'es pas en train de... Parce que ça aussi, ça fera l'objet d'une discussion. On n'est pas en train de se dire « Ah tiens, j'entends cette musique, je la verrai bien dans mon scénario, etc. » Là, tu parles véritablement de s'approprier les paroles et l'histoire qui est racontée par l'artiste. Complètement. Complètement. Les paroles, ou même, comme je te dis, la musique, tu vois le truc tout con. Je pense que en écoutant La chevauchée des Valkyries de Wagner, il y a un certain réalisateur qui s'est dit, tiens, je verrais bien des hélicoptères au Vietnam qui survolent la jungle et qui envoient du napalm. C'est ça. T'entends une musique et tu te dis, ça, moi j'ai des images qui me viennent là-dessus. Ouais, et c'est ça la base de ton scénar, ou au moins d'une scène de ton scénar. Ouais. Très bien, très bien. Oui, effectivement. Moi, j'avais jamais entendu ça aussi, hein, ce procédé de vraiment se concentrer sur une chanson, sur la musique. Pour moi, la musique est un support, c'est un soutien de la narration, quand je maîtrise une partie de jeu de rôle. Mais c'est vrai que rarement, ça me sert de déclencheur, quoi. Donc, mais c'est pour ça que je me suis dit que, tu vois, hein, la musique c'est important pour moi. Mais voilà, tous les groupes de métal des années 80, Metallica, Megadeth, ils racontent des histoires. Il y a eu une série de comics sur les chansons de Megadeth. Donc c'est bien que pour en alimenter des tonnes, il fallait que ça raconte des trucs, quoi. En effet. Alors, prends la relève un peu. Partir d'un élément d'une autre histoire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais carrément. Partir d'un élément d'une autre histoire. Alors une fois de plus, de mon point de vue, ça ne peut se faire que si véritablement on prend une espèce de pas de côté, quoi. Hein. C'est-à-dire que il s'agit lorsqu'on est en train de lire une histoire, de s'extraire du contexte, c'est-à-dire de la lire en fait en pleine conscience, hein, c'est-à-dire d'avoir vraiment pleinement conscience des protagonistes, de l'ambiance qui est posée, etc. Mais en réalité, de toujours la passer dans une espèce de filtre qui permet d'en garder véritablement
l'essentiel, tu vois, vraiment l'essentiel. Là, par exemple, là récemment, j'ai vu une partie de La Geste du Nadir par Joël Nichanian, qui a fait jouer, donc c'est une vidéo qui devrait paraître incessamment sur la chaîne, en prévision du crowdfunding à venir de ce jeu de rôle. Eh bien, en fait, il a fait un scénario en se basant donc sur Stardust, hein, le roman de Gaiman qui avait été adapté aussi au cinéma. Et en fait, rien dans sa maîtrise, au départ, ne laissait penser à Stardust, tu vois. Et donc, en fait, c'est véritablement ça qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qu'il s'est appropriée et qu'il a remise dans son univers, tu vois, en y adaptant ses propres codes. Donc partir d'un élément d'une autre histoire, c'est effectivement un tremplin, moi, que je trouve vraiment fantastique. C'est comme si on prenait des pièces d'un puzzle, mais qu'on leur trouvait non pas un nouvel agencement, mais peut-être qu'on remplissait les blancs avec des éléments qu'on va créer nous. Bien sûr, bien sûr. Et je trouve ça assez passionnant, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça. Faire un scénar, c'est mettre des pièces de puzzle ensemble. Une fois de plus, n'importe quelle création, c'est ça. Voilà, tu vois les guitares derrière moi, je n'ai inventé aucun accord. Ils ont tous été joués par d'autres personnes avant. Mais l'ordre dans lequel tu vas mettre les accords, bah, si tu te démerdes bien, personne d'autre ne l'a fait avant toi, ou tu vas le faire d'une façon originale, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. On a une autre façon également donc de trouver l'inspiration, donc c'est en partant du livre de règles et du monde, bien sûr. Ben, comment, quand tu lis le livre de règles, une fois de plus, il faut une lecture active. Tu lis pas juste blablabla, là il se passe ci, il se passe ça. Et prenez des notes. Alors ça, s'il y a un conseil dans tout ce qu'on dit qui est hyper important, prenez des notes, parce que vous allez oublier. Vous êtes en train de lire le dernier bouquin de vampire, vous vous dites ah tiens là, ça c'est ce personnage-là, moi je le transposerais, ça me ferait un truc, et puis vous allez finir de lire le machin, et vous arrivez à la fin, et vous avez oublié. Notez. Moi j'ai des fichiers entiers avec des tonnes d'idées. C'est fondamental. Et moi, par exemple, la plupart des scénarios en fait que je conçois, que j'imagine, dont certains qui sont sortis dans Casus Belli, sont partis d'une petite phrase dans un bouquin qui décrit le monde. Donc moi, je fais beaucoup jouer à Donjons et Dragons, hein, tu le sais, notamment dans les Royaumes oubliés. Et donc, ben voilà, il y a des petites phrases de lore qui sont des clés, qui sont des portes ouvertes sur de l'inconnu. Donc faire ça, en fait, ça revient à faire honneur, de mon point de vue, au travail des auteurs qui ont décrit en fait un monde, un univers, et ça vaut également pour le bestiaire. Ça, j'en parlais, hein, le bestiaire, souvent quand on a un bestiaire avec du lore sur les monstres, c'est autant de tremplins pour la créativité et l'inventivité des meneurs. Tu viens de me faire penser à un truc que j'avais pas mis. Alors, j'ai rajouté un truc en direct sur la liste déjà. Oui. Et oui, et pas n'importe quel truc. Et tu viens de me faire penser à un autre. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs de jeux de cartes aussi parmi les joueurs de jeux de rôle. Tu parles des citations. Oui. Bah, codement, s'il y a une citation sur une carte de Magic ou de L5R ou de n'importe quel jeu qui vous inspire, c'est vrai. Faites un scénar. Vous faites un bout de scénar avec. C'est vrai. Moi, par exemple, j'ai poussé un petit peu le truc. Donc, tu vois, ça, c'est un booster de cartes Magic Forgotten Realms, puisqu'ils ont fait un crossover Magic avec l'univers des Royaumes oubliés. Donc, parfois, hop, il peut m'arriver de faire péter un booster ou deux et de partir un petit peu au hasard des cartes qui figurent à l'intérieur et de voir ce que ça peut m'inspirer. On peut tomber sur un PNJ, on peut tomber sur une simple phrase. Mais cette phrase-là peut être une amorce absolument incroyable. T'es énervant, je viens encore de rajouter une entrée. Non, mais je vais le faire vite. Une illustration. Oui. Voilà, à montrer des cartes. Ben, parfois, tu vois un dessin, il est tellement épique, tu te dis, moi, je veux ça dans mon scénar. Exact. Voilà. Exact. C'est d'ailleurs tellement puissant que, effectivement, les illustrations, que ce soit de couverture ou intérieure, elles sont devenues hyper importantes pour les jeux de rôle qui sont publiés. Moi, j'aurais toujours en tête lorsque Howard publie pour les premières fois, lorsque l'œuvre de Howard avec Conan est publiée pour la première fois avec une couverture qui est un petit peu banale, les ventes décollent pas dans les années 30. Eh bien, on confie tout à coup à Frazetta, l'immense Frazetta, de faire la couverture. Et là, tout
à coup les ventes explosent parce Ah que ouais, je savais pas ça. l'illustration a une force évocatrice absolument incroyable. Ah, je Incroyable. savais pas du tout, tu m'apprends un truc, mais Et ça dans m'étonne le, pas tellement en fait. et dans le jeu de rôle, pareil, on n'y échappe pas. Oui, Moi, je suis convaincu une fois de plus qu'une grande partie du succès de Bloodlust, le jeu de rôle par Croc à l'époque chez Cirrhosis, il a eu également son succès parce qu'il a enflammé l'imaginaire avec les couvertures de Frazetta. Que ce soit le Death Dealer sur la boîte de base, que oui, ce oui, soit oui. Ikenaus, l'homme aux ours sur Flocon de sang, toutes ces Bien sûr. illustrations-là, c'est quand tu les vois, ah, les Ouais, illustrations des boîtes, les boîtes de Donjons et Dragons, hein, avec le dragon rouge, les illustrations de Kate Parkinson, enfin bon, effectivement, Oui, et puis quand l'illustration, tu tu as lis tout un à fait bouquin raison. de règles, quand tu lis un bouquin de règles et que les dessins dedans sont pas sympas, tu vas être moins motivé, tu vas. Mais voilà, ouais, source d'inspiration. Et puis j'ai rajouté les rêves. Alors Ouais. ça, je pense pas être le seul, mais pour moi c'est très important. J'ai des scénars qui découlent de rêves que j'ai faits, des trucs épiques. Souvenez-vous de vos rêves, pareil, notez-les. Et s'il y a un truc vraiment sympa, faites-le jouer. Parce que l'avantage du rêve, c'est que c'est votre subconscient libéré. Donc moi, je prends pas de drogue. Il y a des gens qui en prennent et ça les aide à libérer peut-être des choses. Moi, c'est par les rêves, conscients ou pas. Et du coup, souvent, ce que je rêve, que ce soit des chansons, des scénars, peu importe, ça va être un peu plus barré, un peu libéré de mes contraintes du conscient, de mes habitudes. Par contre, là, effectivement, fondamental, ayez un papier, un carnet à portée de main, parce que on a souvent tendance à se dire ah oui, oui, ben, j'y reviendrai plus tard dans la journée, et puis en fin de compte, c'est très Grave. évanescent. Et il faut, je trouve ça top de prendre cette habitude effectivement de noter ses rêves une fois qu'on s'est levé ou des choses qui nous ont marqué quoi. C'est vrai, tu as tout à fait raison, c'est quelque chose d'essentiel. Je crois même savoir qu'il y a certains jeux de rôle, hein, il me semble, certains rêves de dragon qui exploitent à fond justement la thématique du rêve tellement elle est puissante Bien puisque sûr. Il ton y, y avait personnage, aussi, il pardon. y avait aussi le docteur Chestel à l'époque, hein, Exactement, la méthode du qui, docteur Chestel, ouais, ouais, tout à qui allait fait. dans le trip aussi. Ouais, ouais. Et je Exactement, te, où on entrait dans l'inconscient des ouais, patients. Ouais, ouais. ouais, ouais. Je te cacherai pas qu'il y en a un petit peu dans Terre des Brumes, mais Chut. euh, transposer les sources. Je m'explique. Vous avez vu Star Wars, c'est génial. Alors déjà Star Wars, c'est déjà une transposition, bien évidemment. Star Wars, soyons clairs, c'est la quête du Graal. C'est le mythe d'Arthur. Alors pas que, hein. Je parle des seuls vrais, hein, les épisodes 4, 5, 6. Hop, 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 hop. Hop, hop, N'ouvre hop, pas hop, la hop, boîte hop. de La guerre. Pandore. La guerre. Non, mais en tout cas, les originaux, ok. Oui, L'idée originale de Lucas. On est dans un syncrétisme de légende et de religion, mais ce qui est le plus présent, ça reste le mythe de la table ronde. Donc lui, il l'a transposé. Nous, on voit ça. On voit un passage de Star Wars et on se dit ah, ça serait vachement bien, mais je maîtrise pas Star Wars. Bah, mets-le en médiéval. oui. Et ça va faire autre chose. Tu peux transposer les sources et tu peux mélanger les sources. J'ai un scénar en cours, donc toujours à Terre des Brumes, où c'est une adaptation de la Guerre des Mondes avec un mélange sur des légendes celtiques. Voilà. Donc là, en l'occurrence, moi, je peux me permettre dans ce jeu-là de vraiment les mettre ensemble, mais même si tu le transposes, je sais pas, en Cthulhu, en n'importe quel jeu, en Bloodlust, comme puisque tu l'as cité, peu importe. Transposer des sources, vous verrez que un western en Star Wars, ça fait le Mandalorien. C'est ça. Voilà. Exactement. Les 7 samouraïs de Kurosawa, transposés en western, ça fait The Magnificent Seven, Et les oui, 7 mercenaires. Et ça fait, du coup, il y a deux classiques. Hein. Les 7 samouraïs, c'est un classique. Les 7 mercenaires, c'est un classique. exactement. C'est deux excellents films. Faites pareil. Et oui, ça rejoint un petit peu, je suis tout à fait d'accord avec toi, ce qu'on disait il y a un instant, sur le fait de garder la substantifique moelle de ce qu'on est en train de voir ou de lire. Parce que du coup, une fois qu'on l'a dépouillé du contexte que nous propose l'auteur ou le réalisateur qu'on est en train de voir, eh bien, on en garde véritablement vraiment le cœur. Et à ce moment-là, on peut se le projeter
dans d'autres univers, dans C'est d'autres ça. ambiances, et c'est comme ça que de très grandes idées naissent. Alors, de mon point de vue, tu as le jeu de rôle, donc GURPS, hein, Generic Universal Oui. Role Playing System, qui est un petit peu dans ce délire-là, puisqu'on a un système de règles génériques, et ensuite une foultitude de suppléments qui abordent chacun un univers, une ambiance, et donc du coup, on peut croiser en fait différents suppléments pour créer une ambiance unique. Deadlands, c'est ça. Deadlands, c'est western et Et fantôme, zombie. Mhm. exactement, zombie. Hop, tu croises les deux et tu te retrouves avec un Bien sûr. truc détonnant et complètement original. Et en plus, là, il y a une passerelle qui est évidente, c'est que dans les légendes indiennes, il y a des choses sur les esprits, Tout à etc., fait. qui n'étaient pas forcément dans la culture américaine, ou en tout cas du Far West. On peut faire aussi le mélange, pareil, avec les cultures africaines qui ont amené dans le Far West, et en tout cas dans la conquête un peu plus tard, et dans les États-Unis, toute la culture vaudou. Donc il y a aussi des choses qui sont inclus presque dans le matériau de base. Tu fais une partie de n'importe quel jeu à la Nouvelle-Orléans, bon voilà, c'est la porte ouverte, pas que au vaudou. Je veux dire, l'Estal Vampire se passe à la Nouvelle-Orléans. C'est Oui. une ville qui fait rêver, qui engendre beaucoup de fantasmes sur le fantastique. Donc tu es sur n'importe quel jeu, il passe par là, il va se passer des trucs. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Mais à nouveau, voilà, garder donc une sorte de recul et de lecture critique sur ce qu'on est en train de voir, de lire. C'est ce qui permettra ensuite de se l'approprier, en fait, hein. Alors Alors, oui, continuons donc notre exploration de la conception du scénario en jeu de rôle. On en arrive à la construction, hein, du scénario. ouais, ouais. Alors d'abord le focus. Autour de quoi on va le construire. Là, je vois plus par session, hein, parce que tu vas pas construire enfin, tu peux construire tout un scénario autour d'un petit truc, mais tu peux aussi le faire ou le refaire par session. Donc, tu vas avoir ton noyau central qui va être un jeune Jedi essaye de retrouver sa lignée et découvre que son papa c'est un méchant. Donc Et le pitch, puis, en gros, c'est le pitch. Et puis, tu vas te dire, le premier épisode, je vais le construire sur ça, le second autour de ça, autour de ça. Mais c'est pas forcément, justement, autour du pitch qu'on va faire des petits bouts comme ça. On peut avoir envie de refaire une scène ou une situation. Tu te dis, oh putain, le moment où justement Vador coupe la main de Luke et il tombe dans le puits, je veux faire un truc comme ça, et tu vas construire ton scénar ou ta session pour arriver à ce point-là. Attention, petit bémol sur ce qu'on est en train de dire, ne soyez pas non plus trop dirigiste. Je ne citerai personne, mais j'ai vu récemment un exemple d'une scène écrite à l'avance et qui a été narrée telle quelle, et d'après ce que j'ai vu, qui était pas forcément, qui cadrait plus en fait. Tu vois, il faut, en tant que maître de jeu, tu as le droit d'essayer de mener les joueurs vers ce que tu veux, mais il faut oui. pas non plus trop forcer. Et surtout, là je vais être un peu retors, il faut pas qu'ils s'en rendent compte. Oui. On s'en fout que le scénar, ça soit aller de A à B et rien d'autre. Mais il faut que le joueur ait la sensation d'avoir fait plein de trucs. Indiana Jones, si c'était un joueur, à la fin, il se rendrait compte que dans les aventures de l'Arche perdue, il n'a servi à rien. Le scénario n'a pas besoin d'Indiana Jones pour fonctionner. La fin est la même. Mais Oui. ce qui compte, c'est l'aventure. Et lui, il fait plein de trucs. Et un joueur se serait éclaté à jouer ça. Et il est cool. Et il lui arrive tout un tas de choses, tout un tas d'aventures terribles. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Voilà. Donc, ne forcez pas trop pour mener à une scène ou une situation que vous voulez. Il faut que ça se fasse naturellement. Mais c'est une source d'inspiration. Alors ça me fait penser à effectivement deux écueils pour vraiment cadrer ce que tu es en train de dire. Le premier écueil, moi, que j'ai vu de mon expérience, c'est effectivement les maîtres de jeu qui vont te faire un scénario ou une session où ils vont commencer par une vision. Parce que D'accord. c'est badass, ça. C'est-à-dire que on va ouvrir le scénario en décrivant aux joueurs, oui, voilà, tu vois ton personnage qui fait ci, qui fait ça, etc. Et puis, paf, on revient à l'action présente.
Alors c'est un énorme risque. C'est un énorme risque parce que on peut difficilement éviter effectivement de mettre les joueurs sur des rails si on veut arriver à cette fameuse scène. Et on risque même de tomber sur des joueurs qui vont être tellement intrigués. Donc de ce point de vue, on peut dire que le pari est réussi, mais qui vont être tellement intrigués qu'ils vont pousser le maître de jeu dans ses derniers retranchements pour voir à quel point ce qu'il a mis en place peut fonctionner. Et alors là, c'est vraiment c'est du casse-tête absolu. Et deuxième écueil, c'est les scénarios basés sur les voyages dans le temps, qui reviennent à peu près au premier écueil que je viens de citer. Il n'y a pas pire. C'est ça. Donc effectivement, tu as tout à fait raison. Autour d'une scène, autour d'une situation, mais sans tomber sur quelque chose qui va te forcer en tant que maître de jeu à orienter les joueurs. Pour les visions, moi j'ai mon procédé favori, hein, c'est le rêve. Parce que dans un rêve, le joueur fait un rêve, mais il ne sait pas si ça va se réaliser, si il peut changer des choses ou pas, si c'est complètement mystérieux et symbolique. Et oui. Donc voilà. Alors que si tu lui dis ton Dieu t'a envoyé une vision, déjà c'est pas la même, tu vois. Alors tu vois, on parlait de l'appel de Cthulhu, je pense immédiatement à la campagne Le Règne de la Terreur qui se passe en 1789 et 1793 en France. Ah, j'étais pas né. Alors, le scénario, la campagne, cette mini-campagne que j'ai fait jouer là, s'ouvre justement sur une scène totalement narrative qui se passe en 1793, où on aperçoit des suppliciés, des condamnés à mort, qu'on amène vers l'échafaud. Et tout laisse à penser que l'un de ces condamnés, c'est un des joueurs, un des personnages en fait. Et on revient en 1789. Donc autant le procédé est plein de promesses, mais autant du coup, il force le maître de jeu tout au long de la campagne à mettre les joueurs sur des rails, c'est inévitable. Ah, zut. Et pourtant, c'est du Cthulhu. Ouais. Justement, je refais jouer là, un scénar que j'avais écrit en 96 pour un tournoi, et qui est un Cthulhu, et où il y a des rêves et des visions et des choses comme ça. Bon, les visions sont du passé, donc ça va. Et les rêves, je fais attention dedans à dire, alors vous voyez, mais et c'est dans le futur, mais vous n'êtes pas sûr que tout le monde soit encore là. C'est ça. Tu vois, parce que si ça se trouve, avant ça, il y en a qui vont mourir. Et oui. Donc, si je dis, tu étais dans le rêve et en fait, tu y es pas, tu vois, un rêve, ça permet un truc suffisamment confus pour dire, bon, il y a certains d'entre vous, mais est-ce qu'ils y sont tous? Et est-ce que ça va être la réalité ou pas? Bon, tu peux jouer avec ça aussi. Alors, centré autour d'un ou plusieurs personnages, c'est simple, hein, tu vois un perso badass et tu te dis, dans n'importe quoi, dans une série, dans un machin, ou juste tu as une idée de perso badass, tu te dis, moi j'ai envie d'un mec, tu vois, c'est un petit gars, il s'appelle Momo, il a une bonne barbe, et tu le vois, tu te dis, bon, c'est peut-être pas un mec hyper redoutable, et en fait, c'est un génie du mal, tu vois. Et je veux centrer ma campagne autour de ce mec. Ça peut être autour de n'importe quoi, tu te dis, je sais pas, moi j'aime bien les personnages genre Kitiara dans Dragonlance, tu vois. C'est typiquement le genre de figure féminine, forte, intelligente, sur lesquelles tu peux construire tout un scénar. Tu as envie d'une interaction avec ces personnages-là. Oui. Que ça soit le personnage central, que ça soit quelqu'un que les PJ vont croiser, qui va les aider, qui va être un rival pendant un moment. Donc tu peux centrer ton scénar autour de quelqu'un. Évidemment, l'extrême, ça va être du Ravenloft. Hein, ou un truc autour d'une comment ça s'appelle déjà, d'une liche. Une liche, oui. Voilà. Peu importe, mais ça peut être le méga gros PNJ, mais ça peut être aussi juste le perso sympa, récurrent, qui vont croiser de temps en temps, et tu as envie de faire des trucs autour de ce personnage. Évidemment, si tu es sur de l'historique, là, n'en parlons pas. Tu peux faire un scénario autour de Léonard de Vinci, de Tesla. Alors là, tu me fais penser à quelque chose, tu me fais penser à un bouquin que tu connais peut-être, je ne sais pas, par John Truby, donc l'anatomie du scénario, qui est une référence absolue pour quiconque s'intéresse à la rédaction de scénario pour le cinéma, pour les séries, pour l'audiovisuel, et qui est hyper intéressant puisqu'il revisite en fait les différents rôles des personnages dans une fiction. Donc tu sais, le mentor, la némésis, etc. Donc ça c'est quelque chose qui me fait penser justement à ce que tu abordes en parlant des personnages, puisque là on va réfléchir penser notre scénario en fonction des PNJ essentiellement, mais pas que, ça peut être des PJ aussi. On peut se baser sur le background, hein, l'historique d'un personnage, qu'il ait été conçu par le joueur ou par le MJ
ou une collaboration des deux, et bâtir ce qu'on appelle un arc narratif sur ce personnage. Tu viens de dire un truc vachement intéressant parce que, pour changer, parce que quand tu fais un background, tu viens de dire entre le joueur et le maître de jeu. Oui. Le joueur t'amène son background et dedans il dit bon voilà, en 1943 j'ai affronté un nazi en Normandie. Et ben le mec il est pas mort et il revient et ça va être ton perso. C'est encore plus fort. C'est ça. Quand tu prends quelque chose qui est personnel pour le personnage. Et les autres, ils vont réagir, oh, un nazi, machin, tout ça, c'est pas bien, il faut combattre. Oui, mais lui, c'est peut-être quelqu'un qui a tué sa fiancée à l'époque. Enfin, tu vois, ça, lui, ça va lui remuer le truc, quoi. Ouais, complètement. Là, il y a juste une difficulté que entre guillemets, j'ai rencontré dans ce genre de procédé, c'est que lorsque tu as affaire à, j'appelle ça un peu le syndrome James Bond. Si tu veux, j'ai toujours eu du mal à jouer à James Bond ou à faire jouer à James Bond parce que dans le nom même du jeu, en fait, on a affaire à un personnage. Je dis pas un héros, mais on a affaire à un personnage. Donc, il y a un personnage qui est sur le devant de la scène. Lorsque tu joues un jeu de rôle traditionnel où tu as entre 3, 5 joueurs, voire plus, ça devient ardu d'appliquer ce procédé à 3 ou 5 personnages différents parce que chacun va avoir son arc narratif à lui, et ça peut être difficile de mettre en avant ces différents arcs narratifs dans la même histoire. Alors, si tu n'as pas préécrit les personnages, oui, mais même dans ce cas-là, c'est pas grave. Si tu prévois une campagne qui va s'étaler sur plusieurs mois, à chaque moment, chacun va avoir son heure de gloire. Ouais. Et tu vas faire une allusion à la famille d'un tel, l'arch-ennemi de l'autre, l'ex-petit ami de l'autre, etc. Alors moi, c'est effectivement ce que j'avais fait avec un groupe que j'avais fait jouer à la campagne Descent into Avernus pour D5, où en fait je commençais chaque session par une espèce de petite capsule dans laquelle je mettais en avant un des joueurs, un des personnages des joueurs. Cette capsule durait 5 minutes, pas plus. Elle était narrative pour l'essentiel, où je racontais, en fait, on revivait un fragment, une parenthèse du passé de chacun des personnages. Ce qui fait que, et d'un côté, je dévoilais un petit peu du scénario, je dévoilais également les raisons de l'implication de ce personnage dans le scénario, et les joueurs en apprenaient un petit peu plus sur chacun d'entre eux à chaque épisode. Et c'est devenu, tu vois, une espèce d'ouverture de session. Écoute, c'est génial, c'est absolument génial. Dans le GN, moi, ça me fait penser à ce qu'on appelle le procédé de Black Box, qui est un moment où, même en grandeur nature, donc les joueurs ou un joueur et le maître de jeu peuvent s'isoler. Alors, Black Box, parce que souvent, tu vas mettre des draps autour d'un truc et tu vas rentrer dans une petite pièce et faire une scène rétroactive et qui va impacter le roleplay des joueurs. C'est génial que tu fasses ça et tu sais que moi, Donjon, c'est un jeu dont je me suis distancié depuis très longtemps, mais j'ai envie de dire, peu importe le jeu, quand on fait jouer comme tu fais jouer toi, tu vois. On pourra discuter un jour de l'adéquation entre le système de règles et ce qu'on veut faire, mais c'est aussi un sujet passionnant. Mais voilà, là, tu transcendes Donjon. Tu fais pas jouer au donjon auquel on faisait jouer quand on a ouvert la boîte des basiques. Et heureusement, parce que ça, on en a vite fait le tour. C'est ça. Moi, bon, c'est ce que j'aime pas dans Pathfinder, qui pour moi est exactement l'opposé. C'est-à-dire, on revient à plus du board game. Alors, chacun joue comme il veut. Mais pour moi, on est plus sur du board game proche du donjon de base que sur du jeu de rôle théâtral, qui est ce qui m'intéresse. Et ce que tu fais là, c'est génial, parce que si tu ne cites pas le jeu, tu racontes ce que tu viens de dire à quelqu'un. Tu dis, moi, au début de mes parties, je fais des capsules, machin. Tu dis pas de quel jeu il s'agit. Personne ne va dire donjon. Personne. Oui, tout à fait. On va penser à Cthulhu, à plein d'autres jeux. Oui, tout à fait. Cyberpunk, si tu veux, mais jamais donjon. Et donc, c'est génial. Prenez modèle sur lui, quoi. Sérieusement. Non, mais quel que soit le jeu, on peut faire ce qu'on veut et il faut transcender aussi. Là, on sort complètement du sujet, mais c'est normal. C'était inévitable. On peut transcender le système de jeu dans lequel on est, on peut transcender le type de scénar qu'on est censé faire. Donjon, ça fait longtemps que c'est pas juste une porte, un monstre, un trésor. Exactement. Je suis bien d'accord avec toi. J'y rajoute juste une petite précision de mon point de vue, c'est pour le maître de jeu qui s'apprête à faire ce genre de choses, c'est juste de s'assurer d'avoir l'audience qui va avec.
Parce que si effectivement tu as rassemblé tes copains en leur disant bon ben on va faire un donge ou on va faire un Pathfinder, et que dans l'esprit de tes 3-5 amis, ah bah voilà, on va faire du loot, on va aller explorer un donjon, et que finalement tu les plonges dans une capsule au début, 5 minutes où on revit le passé, et que c'était pas du tout leur kiff, tout le mal, tous les efforts que tu as investis passeront complètement à côté. Donc s'assurer qu'on est bien tous en phase, en fait, hein, je pense. T'as complètement raison. T'as complètement raison. Maintenant, ça vaut, j'ai envie de dire, pour n'importe quel jeu. Et, Tout à fait. il faut tester le groupe, il faut savoir. Moi, tu sais, justement, à l'époque où je jouais beaucoup à Donjon, on avait quand même des scénars vachement plus évolués que même ce qui sortait dans le commerce. Et un jour, j'ai pris mon perso, j'avais monté péniblement. Oh, c'était long, c'était long. Et j'ai fait un scénar. En une après-midi, il s'est pris 3 niveaux. Il y avait 0 réflexion dans le scénar. Et le perso était complètement gâché pour moi. Parce qu'il n'y avait aucun intérêt. On est descendu aux enfers, on a laté du démon. Super, c'était rigolo. Aucun intérêt. Tu vois, et toute la progression difficile et tout l'aspect psychologique du perso ont été déchirés en une journée. Alors à ce propos, est-ce que toi, de ton côté, dans ta pratique, est-ce que tu fais des sessions 0, ce qu'on appelle une session 0, où justement on va passer peut-être 2 heures, peut-être plus, à discuter de ce qu'on va jouer tu fais ça, tu pratiques ça? Absolument pas. Et j'incorpore souvent des nouveaux joueurs. Je les teste sur une partie, je leur dis avant, voilà, l'ambiance de mon jeu, c'est comme ci, comme ça, ou si je maîtrise autre chose. En gros, ces temps-ci, je maîtrise guère que la Terre des Brumes et de temps en temps à Vampire, parce que Terre des Brumes regroupe à peu près tout ce que je peux avoir comme idée, sauf des trucs très très spécifiques comme Vampire. Et donc, voilà, je veux dire, la partie à laquelle, ou même, voilà, je te dis, j'ai refait jouer de Cthulhu, j'ai prévenu tout le monde, j'ai dit, bon, là, les règles, on s'en tamponne le coquillard, ça va être un one-shot, c'est ambiance, ça va être à ma façon, je vous préviens. Voilà, puis vous venez, vous verrez. Mais j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais c'est une certaine forme de session 0, ça, hein. Ouais, si tu veux, oui, voilà. Mais je vais pas prendre, tu disais prendre 1 ou 2 heures, ça je vais pas le faire. Après, des fois, je suis déçu. Des fois, je suis déçu par le comportement de joueurs. Pas forcément parce qu'ils jouent mal, mais même leur attitude peut ne pas être bonne, ou simplement peut ne pas être en adéquation avec ce dont j'ai envie. Et si moi et mes joueurs habituels, on se dit, bon, bah, il n'y a pas match, bon, bah, la fois d'après, la personne ne reviendra pas, et les équipes se constituent comme ça, tu vois. Ouais, tout à fait. Alors, si on reprenait un petit peu le fil de notre réflexion, on était au lieu, donc construire le scénario, le centrer autour d'un lieu. Tu pensais quelque chose de particulier? Bah, à la limite, j'ai envie de dire, c'est presque le truc le plus classique du monde. C'est, il y a un château. Aller explorer le château, aller explorer les Tomb of Horror. Voilà. Ça peut être aussi faire du lieu un personnage à part entière. D'une certaine façon, dans le jeu de rôle, donc Adventures in Middle-earth, Aventure en Terre du Milieu, la mécanique de règles vient servir la nature. Parce que la nature, dans l'œuvre de Tolkien, est un personnage à part entière. Hein. La forêt de Mirkwood, les monts brumeux, etc., ne sont pas juste un décor, mais ils sont partie prenante de l'ambiance, du décor et de l'intrigue même, puisque certains lieux sont intimement liés à l'histoire profonde de la Terre du Milieu. Donc effectivement, un site, un lieu, c'est pas forcément un endroit qu'on va aller explorer pour aller y trouver du loot, etc. Mais on peut aussi juste s'y émerveiller. Oui. Bah, les montagnes hallucinées de Lovecraft. Hein. Mais si émerveillé, mais tu as tellement raison. Alors, une fois de plus, je vais repartir sur ce que je fais moi. L'onirisme est très important dans ma maîtrise en général, et en particulier sur mon jeu. Et faire passer les joueurs par un paysage comme ils n'en ont jamais vu. Imagine juste un ciel noir constellé de nuages et d'étoiles rouges, avec une espèce, j'invente alors qu'on parle, avec une espèce de bourdonnement permanent loin dans le firmament, qui produit un effet étrange sur leur esprit. Voilà, c'est tout. Tu as posé un décor totalement inédit en quelques secondes, tu en fais ce que tu veux, mais le lieu va les marquer. Et le lieu peut être au centre de ton histoire. Un cimetière qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Tu arrives sur les lieux d'une bataille tellement ancienne, tellement longue. Je crois qu'il y a un épisode de Doctor Who comme ça, puis j'avais un truc dans le genre sur un de mes scénars aussi. Rien que ça,
et tu décris ce truc, et il marche, et il y a des morts, et des morts, et des morts. Et là, on atteint une réflexion sur la guerre, parce que c'est bien beau, t'es là avec ton épée, tu pourfends des gens, mais putain, la guerre, c'est pas cool, mec. Tu vois, Ouais. tu peux aussi faire passer des messages comme ça, juste par un lieu, juste par une scène. Complètement. Complètement. Pour y parvenir, je pense qu'on peut utiliser divers procédés qu'on peut aussi utiliser parfois avec les personnages. Mais par exemple, moi j'aime bien par exemple créer des lieux étranges par association d'idées contraires. Par exemple, tu vas prendre un cimetière mais qui foisonne de vie. Avec des fées, par exemple, des Par fairies partout. exemple, exactement. Parce que l'idée première d'un cimetière, c'est que c'est associé à la mort, donc il s'y passe rien. Et là, en fait, si tu te mets à imaginer un cimetière, mais qui sert de base à tout un écosystème, ça t'amène à te poser des questions, ce qui est le fondement même de la créativité, et à te dire, ok, alors qu'est-ce qui pourrait vivre dans un cimetière en fin de compte? Ah, mais si chaque tombe c'était une demeure. Ah, mais si et si toutes ces petites créatures qui volettent alentour, ce sont des esprits, des défunts qui sont là. Et du coup, tu peux avoir des endroits complètement étranges. C'est ce qui se fait notamment dans Star Wars avec les planètes, par exemple, où on pousse un petit peu un trait jusqu'à en faire un petit peu une caricature, en quelque sorte, la planète Hot. C'est sympa parce que le nom signifie chaud, mais en réalité, Oui. c'est une planète des glaces. Elle est complètement recouverte de glace, pas un peu, non, elle est complètement givrée, la planète. C'est pas juste le pôle Nord, le Comme pôle Sud. nous. Exactement. Donc, imaginez un lieu en le poussant au paroxysme de l'une de ses caractéristiques, c'est aussi créer un endroit dont on va vouloir explorer les détails, quoi. Dont on va se souvenir. Et puis, moi, tu parlais du cimetière et d'arbres, et je me dis, dans les deux, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un système complexe de machines et de communication? En fait, les tombes ont été récupérées par une civilisation souterraine, où les arbres, justement, sont en symbiose cybernétique avec je ne sais trop quoi. Enfin, on peut partir Oui, dans toutes sortes de délires, quoi. Hein. complètement. Alors, si on continue notre exploration de la conception de scénario, on en arrive donc aux actions et aux événements. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, en fait? Ben, c'est simple en fait. Là, c'est cool. On a, si on reprend tout ce qu'on a dit avant, on a des endroits, on a des scènes, on a des PNJ. Ok. Mais si le joueur n'a rien à faire, il va quand même bien se faire chier. Donc, alors évidemment, avec les PNJ, il peut y avoir des scènes de pur roleplay. Et personnellement, je ne pousse jamais pour faire avancer le scénar, le D'accord. module. Oui. Hein. Parce que moi, si mes joueurs parlent pendant 3 ou 4 heures, sans s'emmerder, hein, Oui. euh, ils parlent vraiment, ils font du roleplay pendant 3 ou 4 heures, mais c'est nickel, mais qu'ils le fassent. Les persos vivent. Mais à un moment donné, quand même, ils vont vouloir faire des trucs. Donc c'est ça que j'ai mis dans cette catégorie. Quel type d'action et d'événement on va prévoir? Parce que si on prévoit rien, bah ok. Alors il y a des scénarios où on n'en met pas du tout. Des scénarios Euh, bac à sable, par exemple, des histoires bac à sable où on attend que l'action vienne des joueurs, en fait, où le maître de jeu n'a pas de alors, scénario prévu. déjà, il peut y avoir ça, mais je parle carrément de trucs plus narratifs où, entre deux aventures, juste les gens se posent dans une taverne, discutent, se racontent leurs trucs. Il y a Mhm. des PNJ qui viennent leur dire des trucs, leur parler de légendes, comparer les expériences. Bon, tu vas faire ça à une session, tu vois, ou des scénars beaucoup plus oniriques, une fois de plus. Mais point trop d'en faut. Donc, qu'est-ce qu'un joueur peut faire à son perso dans un scénar? Alors, le premier truc, c'est les déplacements. Je veux pas juste dire tu marches d'un bout de la rue à l'autre, et encore, ça dépend de la rue. Mais si tu regardes par exemple le premier tome du Pistolero le Pistolero, le premier tome de La Tour Sombre de Stephen The King, King, oui. voilà, qui est quand même une grosse référence pour moi, on s'en sera rendu compte. Euh, Qu'est-ce qu'il fait tout au long? Tout le premier tome, c'est quoi? Il traverse un désert. Point. Il traverse un désert, il passe par des villages, il passe par des bicoques abandonnés, il retrouve des PNJ, il rencontre des nouvelles personnes, mais le cœur du truc, c'est il traverse un désert.
Et c'est une ambiance justement que j'aime beaucoup et qu'on retrouve beaucoup dans mon jeu. Les déplacements. Tu vas d'un endroit à un autre. Le voyage, Le voyage. ouais. Le voyage. Mais une fois de plus, j'ai mis déplacement. Parce que le voyage, ça peut être justement de Hoth à Tatooine. Mais un déplacement, ça peut être traverser une rue. Sauf que tu sais que tu vas à l'autre bout de la rue pour amener quelque chose au maire du village et la Ligue des Assassins est sur toute la route et va essayer de t'en empêcher. Ok. Donc là, le déplacement, il va se passer des trucs. Mais à la base, son histoire, c'est un déplacement. Donc là, tu nous décris le déplacement en mode, on va dire, parsemé d'embûches. Ça peut, un désert, même si tu n'as pas d'adversaire dedans, tu vas avoir soif, faim, froid, chaud. Si on considère le désert comme un personnage à part entière dans l'histoire, eh bien, ton ennemi, c'est le désert en question. Mais la nature peut être ton ami ou ton ennemi. C'était le quart d'heure philosophie sur la chaîne de Momo. Donc voilà, le déplacement, c'est un truc important. Et évidemment, pour reprendre, pour que ça soit peut-être plus clair pour certains, dans le donge classique, le déplacement, c'est tu vas jusqu'au donge et puis tu vas parcourir les couloirs. Et tu vas explorer les salles. Oui, voilà, arriver en haut ou en bas selon que ça soit un truc souterrain ou que tu ailles libérer la princesse dans la tour du haut. Je fais exprès dans le cliché absolu. Hein. Mais voilà, on est sur un déplacement. Enquête et interrogation, c'est évidemment une partie très importante, plus importante dans certains jeux que dans d'autres. À Cthulhu, t'enlèves ça, il n'y a plus rien. Oui. Parce que tirer sur des cultistes, ça va bien 5 minutes. Voilà. Et puis en général, tu meurs à la fin. Donc effectivement, il y a des jeux où l'enquête et l'investigation, ça va être le plus important. Il y en a d'autres où ça peut être secondaire, mais c'est quand même un truc que je trouve relativement important, ne fût-ce que ok, il y a un méchant, mais pourquoi il est méchant, il se terre où, il a quoi comme allié. Bon, après il y a ceux qui aiment ne pas faire de plan, juste prendre leur gros flingue et foncer dans le tas, ou leur grosse boule de feu. De toute façon, tous les plans s'arrêtent au moment. Voilà, c'est ok, on a fait le plan, on fonce. Ah, il y a un truc qu'on n'avait pas prévu, on fonce dans le tas. Alors, est-ce que tu es du style, justement, à mettre des bâtons dans les roues de tes joueurs des joueurs, je te donne le cas de joueurs qui ont vraiment mis au point un stratagème très astucieux, un plan bien huilé. Et bon, en toute objectivité, toi, en tant que maître de jeu, derrière ton écran, tu te dis, écoute, franchement, logiquement, ils ont fait un bon plan, quoi, ça devrait marcher. Alors là, tu es confronté à deux issues. La première, tu laisses le plan se dérouler tel qu'il a été prévu, et là, on a un succès, voilà. Ou tu te dis, ah là là, mais ça serait tellement plus intéressant si quelque chose foirait. Alors, de quelle école? C'est particulière. Moi, je travaille avec les joueurs, pas contre. Très bien. Ce qui m'intéresse, je te parle en général, hein, il peut y avoir des... Mais ce qui m'intéresse, c'est de construire une histoire. Et pour moi, je la construis avec eux. Des actions stupides, elles vont probablement leur remonter dans la gueule. Ça, c'est sûr. Des actions intelligentes, en général, elles vont avoir leur récompense. Après, moi, j'ai peut-être prévu à l'avance des trucs comme ça. Quand je fais le scénar, ça dépend du taux d'improvisation que j'ai prévu dans le scénar. Si j'ai tout écrit à l'avance et que leur truc est bien et que ça va faire une bonne histoire, je vois pas de raison de leur rajouter des difficultés. Si je me dis, ils vont s'emmerder si je leur rajoute rien, je vais peut-être leur rajouter un truc. Et si j'étais en mode quasi impro, je vais les écouter parler, et c'est en les écoutant parler que je vais avoir des idées. Parce qu'ils vont me dire, oh bon, on espère qu'il va pas y avoir ce truc-là. Hein. S'il y était, on serait dans la merde. Mais s'il n'y est pas, on est bon. Ah, c'est pas mal ça. Comme ça, c'est un ressort extraordinaire. Ça, oui. C'est fabuleux. Il faut écouter vos joueurs. C'est pour ça, tu vois. Autant, comme on a dit au début, j'organise des grandeurs nature virtuelles, autant le jeu sur table en virtuel, j'accroche pas. Pourquoi ? Parce que je suis à l'écoute de mes joueurs en permanence, je les regarde, je les écoute, je veux qu'eux entendent ma musique et entendent tout ce que je dis aussi de façon distincte, ce qui n'est pas encore facile pour l'instant. On en reparlera dans 10 ans. Hein. Dans 10 ans, on aura peut-être nos personnages qui évolueront virtuellement sur le plateau de jeu alors qu'on parle. Je parle avec les moyens techniques actuellement. Je les regarde et un regard d'un joueur, un échange de regards entre deux joueurs,
un truc qu'ils vont se dire, peut-être chuchoter, ça va complètement altérer la façon dont je vais maîtriser la suite. Tout à fait, exactement. Là, tu prêches un convaincu, effectivement. Mais ça fera l'objet d'une vidéo complète, ça, Serge. Oh là 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 là. On en a des choses à se dire. Oh, mais tellement, mais tellement. Donc, ouais, les enquêtes et les interrogations qu'ils peuvent avoir entre eux, les débats qu'ils peuvent avoir entre eux. Bon, Alors, là, les PNJ ouais. importants. Ben ça, c'est évident et on rejoint ce qu'on a dit un peu plus haut. Hein. Je pense pas qu'il y ait besoin d'énormément développer. Interaction, ça peut être des combats, bien sûr. Ça peut être des échanges diplomatiques, ça peut être essayer de négocier. Allez, vas-y, laisse-nous sortir de là, on n'est pas méchant, on te payera. Non. Bon, d'accord, ben maintenant on rentre dans l'art. Bon. Alors, ça m'amène à une autre question sur ta pratique à toi Ouais. de MJ, de meneur. Est-ce que, parce que, bon, là, ce point, l'interaction avec les PNJ important, ça laisse entendre que le MJ, pour que ça marche, il faut qu'il ait un temps soit peu préparé la psychologie de ces PNJ. Alors, est-ce que tu es du genre à interpréter tous les PNJ de façon à peu près égale, ce qui fait que ça plonge les joueurs dans une espèce d'interrogation quant à savoir lequel de ces PNJ est un personnage de première importance, lequel n'est qu'un second rôle, ou est-ce que tu es du style quand même à baliser en fait ta maîtrise et ton interprétation des PNJ de telle façon que les joueurs puissent bien se rendre compte, non, ça va, ça c'est un PNJ qu'on a croisé, qui est secondaire, qui n'a pas d'importance. Ah, c'est ça que tu entendais par égal. Je croyais que tu voulais dire au niveau du roleplay, parce qu'évidemment, au niveau du roleplay, j'essaye vraiment de caractériser à fond les persos, qu'on sente comment ils sont. Des fois, c'est avec très peu de notes d'ailleurs, l'inspiration du moment, mais une fois de plus, on revient à l'inspiration. À force d'avoir vu, lu, là, on va être plus sur du visuel, sur des films, des séries. Tu vois tellement d'acteurs, tellement d'inspiration, tu te dis... allez, t'as pas trop le temps de réfléchir, tu dis lui, je vais le jouer comme John Nicholson. Ouais. Tu vois. Ouais. Et puis elle, je vais faire une interprétation à la, je sais pas pourquoi j'ai bien les strips qui me vient en tête, alors que ça serait pas forcément un perso très inspirant, mais bon, voilà, peu importe. Angelina Jolie, non, elle, je veux que ça soit une Scarlett Johansson. Bon. Tu as un archétype dans ta tête où lui ça va être un Gandalf, lui ça va être peu importe un autre personnage d'une autre fiction. C'est marrant parce que moi j'utilise ce procédé pour les descriptions essentiellement. Oui. Tu vois, lorsque les joueurs rencontrent un PNJ qui n'était pas prévu, ou même un PNJ que je suis en train de préparer chez moi, eh ben j'invoque dans mon esprit tel comédien, ou parfois souvent des gens que je connais. Oui. Des gens que je connais, des lieux que je connais. Je me souviens de mes joueurs à qui j'avais fait jouer une partie de Bitume, donc encore un jeu de croc, Bitume MK5 à l'époque, où le lieu de l'action se déroulait à Marseille, donc dans le futur post-apo de Bitume, et où progressivement, en fait, je leur décrivais le lieu même dans lequel on était en train de jouer. Je te dis pas la réaction. On était dans une association à l'époque. Je te dis pas la réaction du premier joueur qui a compris, parce que au fur et à mesure que je décrivais, je regardais autour de moi, en fait, je décrivais les lieux. L'effet a été extraordinaire à ce moment-là, tu vois. Énorme. Donc ne pas hésiter effectivement à s'inspirer de lieux qu'on connaît, d'acteurs, de comédiens, ou même de gens qu'on connaît. Oui, complètement. Et donc du coup, tu me demandais si je les hiérarchise. Même un perso entre guillemets peu important peut devenir très important. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait jouer, alors à l'origine c'était un Cthulhu quand je l'ai écrit et je l'ai refait jouer en Terre des Brumes. Et il y a une scène, je vais pas trop spoiler, on sait jamais, mais il y a une scène où il y a une panique de foule. Il y a une panique de foule, il y a un lieu dans lequel les gens se réfugient et il y a du piétinement. Ouais. Et il y a des personnages qui n'étaient pas du tout écrits, que j'ai complètement improvisé sur le coup, dont une mère séparée de son enfant. Et des gens qui essayent de faire rentrer l'enfant à l'intérieur du lieu protégé pendant que les autres se disent il n'y a pas la place, on s'en fout, on ferme les portes, il y a des monstres dehors. La panique totale, quoi. La panique totale. Et il y a eu une mère qui a été séparée de son enfant. Et je ne sais plus lequel des deux est resté à l'extérieur, mais enfin dans tous les cas, c'était déchirant. Ces personnages ont été improvisés sur le coup. C'est pas
entre guillemets des personnages importants. Pourtant, tu peux demander à la joueuse qui a essayé de le sauver, la scène, elle s'en souviendra toute sa vie. Donc, je pense pas qu'il faille forcément hiérarchiser, dans le sens où un personnage peu important peut prendre de l'importance. Une serveuse dans un fast-food, il y aura peut-être un échange sympathique, ne fût-ce qu'un échange de regard avec un des joueurs, ou au contraire, il va la brancher lourdement, il va se prendre une claque. Bon, il se passe un truc. Oui, tout à fait. Et ça va marquer la scène, et il se passe pas rien à ce moment-là. C'est un truc dont les joueurs vont se souvenir d'une façon ou d'une autre. Donc, bien sûr, tu vas plus t'étaler sur la description d'un perso récurrent et important, mais je pense pas qu'il faille négliger. Regarde, tu sais quelle est la différence entre une série américaine et une série française? Non, vas-y, dis-moi. Tout. Mais, outre la qualité d'écriture, outre la façon dont les figurants. Tu regardes un film américain, le mec au 3e rang, il joue. Ouais. Il joue, et son rêve, c'est d'être un acteur à Hollywood. En France, et d'ailleurs j'ai fait de la figuration des séries françaises, en France, la personne au 2e rang, déjà celle au 1er rang, t'es pas sûr qu'elle joue bien, mais celle au 2e rang, elle joue plus du tout, les 3/4 du temps. Heureusement pas toujours, on a plein de bons acteurs, mais on n'y met pas le même budget, on n'y met pas toujours la même exigence, et le résultat c'est ça. Moi je veux qu'on se souvienne de la personne au 3e rang. Intéressant. Tiens, je retiendrai ça. Je veux qu'on se souvienne de la personne au 3e rang. Alors, si on continuait un petit peu, on en arrive aux confrontations. Bon, là, voilà, c'est les actions évidentes. C'est on se latte la gueule. Bon, une fois de plus, ça peut être aussi des confrontations verbales. Hein. Oui. Tu es, alors sur des jeux hyper diplomatiques, hyper complexes comme Vampire, évidemment, Vampire, tu peux aussi aller à l'assaut d'une meute du sabbat, mais tu peux être confronté à d'autres personnes devant un archonte venu faire régner la loi, et la confrontation, elle va être purement verbale. Mais si tu t'en sors mal, ton perso, il crame. Mais parce que là, en fait, la survie sociale est aussi importante, si ce n'est plus que la survie tout court, quoi. Exactement. Où elle est liée. Mais ça m'est arrivé là justement sur mon GN en cours actuellement. Il y a un personnage qui s'est permis d'un peu trop ouvrir la gueule devant l'équivalent Tréméré de Dark Vador. Et c'est pas bien passé. Et cette personne est passée de primogène à donc un rôle de responsable de clan, hein, pour ceux qui connaissent pas Vampire, à 0 en statut, c'est-à-dire à 2 doigts d'être considéré comme quelqu'un qu'on peut tuer assez facilement sans représailles. Oui. Très très grave. Bien sûr, sans protecteur, sans ressources, sans refuge. Oui, je vois très bien. Effectivement, un vampire, ça peut être très très dramatique. Donc les confrontations. Mais bon, alors, en parlant de confrontation, notamment de confrontation sociale, une fois de plus, j'interroge un petit peu ta pratique. Est-ce que tu es du style, parce que là, il y a vraiment 2 écoles, Serge, hein, tu en conviendras. Est-ce que tu es du style, dans une scène sociale, à juger la pertinence du roleplay du joueur uniquement, ou est-ce que tu, par exemple, te bases sur un jet de charisme, de négociation, d'influence, etc. Comment toi tu perçois la chose? Ah, mais ça, c'est une vidéo entière, mon pote. Oui. Vraiment, on reviendra sur le sujet, mais enfin, pour te dire, déjà, j'avais été à Terre des Brumes pendant longtemps dans mes nouvelles règles à mettre quelques compétences sociales ou intellectuelles que ce soit. Je ne veux pas remplacer la réflexion du joueur par celle du personnage, ni ses interactions. Donc, quand il y a des jets, c'est les deux. Si on est sur un jeu où il y a des compétences, je vais les faire jouer, mais donc à Cthulhu, mettons, je vais faire jouer le baratin. Mais la personne qui rate totalement son jet de baratin, je vais lui dire, écoute, laisse tomber. Mais la personne qui l'a réussi, qui me dit, putain, j'ai fait mon jet de baratin, je la baratine que j'ai raison. Je vais dire, écoute, mais bon. Ça va peut-être pas le faire. Ouais, non, ça va pas le faire. Alors que quelqu'un qui me fait un baratin de ouf en réel, je vais dire, ok, fais ton jet, t'as plus 20%. Quand même, si dans le système, et parfois je dirais, bon, ok, c'est bon, laisse tomber les dés. La plupart du temps, si dans le système, il y a des compétences sociales, je m'en servirai, mais je privilégierai le roleplay, en tout cas, je m'en passerai pas. Ajoutons-nous une petite difficulté. Prenons ton joueur qui est très bon en roleplay,
mais il interprète un personnage qui est censé être un type issu classe sociale pauvre et qui n'a pas de vocabulaire et qui, de toute façon, ferait l'effet d'un tas de charbon dans une salle de bal là où il est. Finalement, comment on gère ce genre de choses? Tu as le joueur qui serait apte à faire un super roleplay, mais quelque part, il trahit le personnage qu'il interprète. Alors déjà, c'est pas parce que tu es issu d'une classe sociale basse et que tu n'as pas de vocabulaire, c'est ça. C'est pas parce que tu manques de vocabulaire que tu vas pas pouvoir trouver les mots justes. Ça va être plus compliqué. Mais si tu es malin, si tu es astucieux, bon, globalement, le vocabulaire, ça sert, on va pas se le cacher. La culture aussi. Ce qui va être mal pris, peut-être, ça va être le manque d'étiquette. Il y a des milieux où si tu n'as pas d'étiquette, ça va très très mal passer. On va dire, mais là, tu as mis les pieds dans le plat. Donc, dans tous les cas, tu es mal barré. Là, tu n'as pas vraiment de chance de t'en sortir. Mais non, je pense que au niveau social, il faut vraiment s'adapter au contexte. C'est trop complexe pour répondre en général. Niveau, est-ce que un perso débile va pouvoir bénéficier de la réflexion d'un joueur extrêmement intelligent? Ça va être compliqué. C'est aussi pour ça que j'aime pas trop m'appuyer sur des caractéristiques purement descriptives. S'il y a une forme d'intelligence sur un jeu, je vais l'associer à un truc très précis. Il ne faut pas que ça remplace, pour moi, la capacité de réflexion du joueur, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et que ça bride, parce qu'en fin de compte, ça gomme la dimension jeu, où on est censé s'amuser et passer un bon moment. C'est vrai que si moi, en tant que joueur, dans la scène que propose le MJ, je vois ce qu'il faudrait dire, etc. Ah, mais non, je vais m'en empêcher, parce que je joue un clochard qui vit dans New York en 1920. Il y a un aspect un petit peu frustrant. Peut-être que c'est le genre de choses qu'il faut checker, effectivement, avant le début du scénario ou de la campagne. Ouais. Hein alors là, on va arriver sur autre chose qu'il est très dur de jouer. Tu parles de campagne. Il est très dur de jouer un personnage très 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 différent de soi sur le long terme. Il faut trouver des facettes à mettre en avant et d'autres en arrière. Intéressant ça. Mais moi, j'ai joué une brute sans cerveau une fois sur le long terme, parce qu'en même temps, je jouais Tanis demi-elfe. C'est-à-dire qu'à chaque partie, je réfléchissais et je me prenais la tête. Oui, mais alors, est-ce que je suis un elfe ou un humain? Est-ce que j'aime la gentille princesse blonde ou la méchante mercenaire brune? Avec laquelle vais-je partir? Est-ce que je peux trahir l'une ou l'autre? Etc., etc. Mon cerveau, c'est toutes les parties de donjon. Alors, juste pour info, donc Tanis, c'est un des personnages de la saga Dragonlance par Weiss et Hickman. Et effectivement, c'est un demi-elfe dans l'histoire. Il fait partie du groupe d'aventuriers dont on raconte les aventures. Et ils avaient conçu des personnages, enfin la campagne de Donge Dragonlance, c'était une adaptation en fait des romans qui avaient été écrits par les mêmes auteurs. Et forcément, comme on a affaire à des romanciers, il y avait des rapports amoureux, il y avait des triangles amoureux qui étaient retranscrits dans le background des personnages. Et c'est ça qui rendait cette campagne quand même bien plus riche que beaucoup d'autres. Absolument. Et donc, parallèlement à ça, un pote m'a dit, je te fais jouer dans mon monde cyberpunk, j'ai pris un buff, un débile profond, qui envoyait des missiles partout, et qui mettait les villes à feu et à sang quand il était sur des missions diplomatiques parce qu'il comprenait rien. Mais quand j'ai arrêté de jouer Tanis demi-elfe, j'ai arrêté ce personnage-là. Parce que c'était mon défouloir. Et que jouer un buff, c'est rigolo de temps en temps. Mais c'est pas ma passion dans la vie. C'est ça, c'est pas ce qui t'exalte quand tu penses jeu de rôle. Clairement. Donc, je pense que jouer quelqu'un qui n'a pas nos capacités de réflexion, qui va nous brider sur le long terme, c'est pas une bonne idée. Ça marche sur un one-shot, sur peut-être un scénar en 4-5 parties. Mais moi, je ferais pas ça sur des mois, c'est une certitude. C'est intéressant, ça, on y reviendra. Il nous reste donc les énigmes et les épreuves. Voilà, bon ça c'est évident, et en même temps c'est peut-être le plus compliqué, mais moi c'est une partie que j'aime beaucoup. Les énigmes, j'adore ça, que ce soit des questions posées en mode Sphinx, que ce soit des puzzles logiques, on arrive, il n'y a pas longtemps, je les ai fait arriver à Stonehenge, ils avaient des diagrammes, il fallait qu'ils y passent dans un certain ordre, à un certain moment, etc., etc. Là, je mettrais, au vu d'une partie récente que j'ai jouée, je mettrais un très très gros bémol. Les énigmes, c'est super. Faites en sorte qu'elles puissent être résolues. C'est là qu'on peut se servir des scores d'intelligence des joueurs pour les aider
si vraiment il galère trop. Mais nous, on a fait une partie, même 2 si on veut, à se casser la tête pour rien, à faire des actions. Pendant Alors, des en plus, heures. oui, il y avait plein de choses intéressantes. On sentait le potentiel du truc, mais on n'a pas trouvé. On a essayé des choses, du coup, on est allé à des endroits, on a fait des trucs, on a risqué nos vies pour rien. Tout ça n'a servi à rien et c'était extrêmement frustrant. Donc, les énigmes, c'est vraiment un dosage à mettre. Voyez, essayez d'évaluer. Un truc qui est simple pour vous ne sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Votre logique n'est pas la logique de tout le monde. Là, pour un scénar qui aura été joué quand tu publieras cette vidéo en vampire grandeur nature, je suis en train de potasser, comme mon personnage est un assanite, donc un clan oriental, je suis en train de potasser des énigmes de Kabylie. Et ben c'est très différent de la façon de penser moderne européenne. Oui. Tu vois, Oui. certaines, on va dire, mais c'est pour les gamins, c'est assez absurde. D'autres, on va juste pas les trouver parce que c'est pas dans notre culture. Quand tu regardes, d'ailleurs, je parlais d'Homère, quand tu regardes les énigmes d'Ulysse, franchement, ça passe pas du tout de nos jours. Il faut vraiment les retranscrire et les modifier. Oui. Donc, essayez de réfléchir à qu'est-ce qui va être trouvable par les joueurs, pas trop vite, pas trop lentement. C'est vraiment un dosage à trouver avec l'expérience aussi, avec leur expérience. Alors c'est très curieux que tu aies mis ce point-là, parce que je trouve que ça entre en résonance avec un truc que j'ai remarqué. Donc, il y a un supplément pour D&D 5 qui est paru, qui est pas encore traduit en français, qui s'appelle le Tasha's Cauldron of Everything, qui est un supplément de règles, etc., d'aide aux maîtres de jeu, etc. Et le dernier chapitre de ce livre est consacré aux énigmes, justement, où Wizard of the Coast donc essaye de dire aux maîtres de jeu, aux meneurs, mettez des énigmes. D'ailleurs, il donne des exemples d'énigmes, que ce soit des énigmes graphiques, des énigmes logiques. Et là, je peux vous dire que en termes de librairie, il y a de quoi faire. Allez dans n'importe quelle librairie, je citerai pas de nom parce que je travaille pour une enseigne culturelle réputée, mais vous trouverez des rayons complets qui regorgent de livres, ou à la bibliothèque, encore mieux. Bien sûr. Qui regorge de livres, les énigmes de Merlin, les énigmes de ceci, de cela, qui sont autant de choses que vous pouvez vous approprier pour les mettre ou dans un donjon, ou dans un scénario même contemporain. Vraiment, c'est extrêmement riche, parce que ce que je trouve sympa avec l'énigme, c'est que c'est le joueur qui est mis à l'épreuve. C'est la sagacité du joueur. Oui. Donc on sort le joueur de son côté parfois qu'il peut avoir un petit peu passif, parce que certains ont le réflexe de dire bon bah est-ce que je peux faire un jet de ceci, est-ce que je peux faire un jet de cela. Là c'est le joueur qui il prend vraiment pleinement son rôle de joueur. Fais tourner tes méninges, mets en adéquation les différents indices que vous avez eus. Et je trouve ça passionnant, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et moi c'est un truc que j'adore, les énigmes, et ouais, j'en case plus ou moins difficile dans beaucoup de scénars. Maintenant, dans certaines, ça va être 4 vers qu'il faut comprendre. J'aime bien les vers, les prophéties, les trucs comme ça qu'il faut, tu vois, les trucs nostradamiques à interpréter qui peuvent partir dans tous les sens. Parfois ça peut être un casse-tête, ça peut être une espèce de Rubik's Cube qui en fait est je sais pas, une boîte à la Hellraiser ou un passage secret qui ne va s'ouvrir que si tu appuies dans l'ordre sur les yeux de tel et tel portrait, sinon tu déclenches des trappes qui s'ouvrent. Et des catastrophes. Voilà. Alors par contre, oh là là, très très important, c'est la logique de pourquoi quelque chose est quelque part. Parce que justement, le défaut d'un mauvais donjon ou d'un mauvais Cthulhu, c'est, ouais, il y a des trappes, il y a des pièges, il y a des énigmes. Admettons que tout ça soit vachement cool. Chaque énigme est super intéressante, les trappes, elles sont sympas à déjouer. Mais qu'est-ce qu'elles foutent là ? Comment le propriétaire des lieux se balade chez lui sans tomber dans ses propres trappes toutes les 2 minutes ? Pourquoi il a mis un système spécial pour ouvrir le passage secret alors que normalement il est tout seul chez lui ? Et quelle est la logique qu'il a adoptée pour faire ça ? Comment ça a été construit ? Quel architecte a mis ça dans sa maison ? Donc ça veut dire qu'il a fait construire, il n'est pas rentré dans un truc qui était là et qu'il n'a pas retouché. Faut se poser ces questions-là parce que la logique du scénar, pour moi, on ne peut pas prendre
les spectateurs ou les joueurs pour des cons. Et moi, en tant que spectateur, je déteste être pris pour un con. En tant que maître de jeu, je vois dans les films les failles dans les scénars, dans les séries, ça m'énerve à chaque fois. Oui, oui, Donc, j'ai pas envie de faire ça aux joueurs. oui, Tu vois. en fait, ce que tu dis, si je comprends bien, ça revient à interroger la vraisemblance des choses Oui, et du coup la crédibilité. J'aime pas parler de réalisme en matière de jeu de rôle parce que bien sûr. on est loin du réalisme. En revanche, la crédibilité et la vraisemblance de ce qu'on propose, ça, Mais oui. totalement. Est-il effectivement vraisemblable et crédible que un dragon qui fait 15 mètres de long se trouve dans une salle au cœur d'un donjon, Avec dans des une couloirs salle. comme ça. Voilà, c'est ça. Alors autant à l'époque des pionniers, on se posait pas la question parce qu'on était vraiment dans la découverte du hobby et donc la vraisemblance n'était pas du tout une priorité. On était encore tellement émerveillés. Mais autant là aujourd'hui, oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il faut se poser cette question-là parce elle engage tout l'intérêt et toute la crédibilité quoi de ce qu'on est en train de raconter. Oui, oui, Bien sûr. je suis bien d'accord. Et dans les films ou les séries de fantastique, les scénaristes souvent se croient tout permis parce que c'est du fantastique. Mais non, au contraire, dans Walking Dead, moi ça me fait chier que à une saison les zombies repèrent les gens à l'ouïe, à l'autre saison c'est à l'odorat, à l'autre saison c'est à la vue. Mais Ouais. si je suis à la place des humains, là, je suis dans la merde, ça arrête pas de changer. Et oui, oui, tout à fait. Décidez-vous, bordel. Ouais, ouais. Décidez-vous, quoi. Réfléchissez avant à ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Serge, ça a été passionnant. Bah, pour moi, Vraiment, vraiment, j'ai passé un très 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 bon moment. J'ose espérer quand même que les meneuses, les meneurs de jeu qui nous ont écoutés y auront trouvé leur compte, qu'ils auront glané de ci, de là des éléments intéressants. Dites-le nous d'ailleurs en commentaire de cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à nous laisser quelques mots pour nous dire si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit, si vous avez quelque chose à ajouter aussi sur le sujet. On est preneur avec Serge, on lira tout ça et on y répondra dans la vidéo à venir parce qu'il y en aura d'autres. Hein. Il y a tellement de choses à dire sur le plaisir qu'est celui du maître de jeu derrière son écran. On abordera tout un tas d'autres sujets. Serge, merci beaucoup. écoute, merci à toi, Momo, franchement, du fond du cœur, de m'avoir donné cette opportunité. J'espère aussi que ça plaira aux gens, que la formule, que ce dialogue, ça leur plaira aussi, parce que ça change un peu de juste une personne devant son écran, même si une fois de plus, je respecte à fond ce que tu as fait, et tes vidéos sont super. Mais c'est une autre formule, j'espère que ça va toucher des gens et qu'on pourra en refaire. Et c'est un régal d'échanger avec toi, quoi. Ah, c'est génial. Merci beaucoup. Les amis, je vous souhaite de très bonnes parties, de très bons jeux. J'espère que toutes ces informations vous aideront et je vous dis donc à très bientôt. Portez-vous bien. À ciao ciao. Bye Serge. À bientôt, Momo, ciao.